Bonsoir Claude Perdriel. Bonsoir. Merci d'être en studio ce soir avec nous pour rendre hommage donc à Jean Daniel, dont on a appris la mort ce matin. Vous avez fondé ensemble le Nouvel Observateur en 1964, mais au-delà de tout ça, il était d'abord votre ami, vous dites même votre frère. Ben, vous savez, pour moi, c'est un jour triste. Nous avons bataillé ensemble pendant 50 ans, fraternellement. On se battait et moi j'étais heureux de défendre ses idées parce que c'était un homme que j'aimais et que j'admirais, dont j'ai toujours apprécié la pensée et j'étais content de la promouvoir et de la défendre. C'était une bataille constante parce que ça n'a pas toujours été facile de faire vivre l'Observateur, mais tous les deux, nous étions ensemble quotidiennement pour défendre ce journal. Pour défendre ce journal et des valeurs. Écoutez, je dirais alors à titre personnel qu'un pays qui ne donne pas la parole à ses intellectuels et qui ainsi les fait disparaître est un pays qui meurt un peu. La force de Jean Daniel dans l'Observateur, ça donnait la parole à tous les intellectuels de talent dans ce pays, avec en plus un véritable pluralisme d'opinion. Bien sûr, tous les deux, nous étions mendésistes profondément. D'ailleurs, Mendès était dans le numéro un du Nouvel Observateur. Mais nous donnions aussi la parole à mon ami Gérard Rost, par exemple, qui, lui, était plutôt anticapitaliste, franchement, et défendait la décroissance et, bien sûr, là, il avait raison, l'écologie. Bon, mais dans l'Observateur, il se passait quelque chose, moyennant quoi, grâce à Jean, qui dirigeait cela, qui animait cela, qui recevait, qui faisait de l'Observateur cet endroit où se trouvait tout le monde, de Foucault à Edgar Morin, mais le lieu où le débat a pris tout d'un coup une puissance. Et je crois que l'Observateur, grâce à lui, et grâce à moi, parce que mon rôle, c'était de le défendre, de le promouvoir, de le faire réussir. D'ailleurs, nous étions montés à 500 000 exemplaires. Mais ce journal, grâce à lui, a été de toutes les grandes batailles. Et soit dit en passant, des grandes batailles que l'on a gagnées, ou qu'en tout cas que l'on a contribué à faire gagner. Vous l'avez créé ensemble, ce journal, donc en 1964, vous l'avez fait grandir ensemble. C'était une relation professionnelle, mais c'était bien plus que ça, votre relation à tous les deux. Oui, j'avais beaucoup d'admiration pour lui, que je lisais. J'étais comme lui contre la guerre d'Algérie. J'étais comme lui d'ailleurs toute ma vie. On était d'accord sur le plan des idées. Et j'ai voulu un jour lui dire mon admiration pour ce qu'il écrivait. J'étais Donc je l'ai connu dans les années 60 et puis nous nous sommes rencontrés. On a eu des liens même familiaux, si j'ose dire. Et nous passions nos vacances ensemble et puis, à un moment donné d'ailleurs, j'ai participé à France Observateur, comme vous le savez probablement, dans les années 61-64. Et puis un jour, j'ai eu l'idée, enfin qui est venue du fait qu'il venait de se brouiller avec Jean-Jacques Servan-Schreiber à l'Express, que Jean-Jacques avait voulu, au fond, mettre l'Express au service de son ambition politique. Jean-Jacques était génial, talentueux, mais on ne peut pas avoir un Hmm. directeur de journal qui sert une ambition politique. Le pluralisme, l'indépendance sont une évidence. Et donc, il a quitté l'Express avec un groupe de gens qui étaient tous mes amis, d'ailleurs, Serge Laforie, Hector, et puis bon. euh, et c'est à ce moment-là, Vous avez pris votre liberté pour écrire ce que vous vouliez. non, j'ai eu l'idée de lui proposer en janvier 1964, février 64, j'ai dit: «Écoute, je suis à l'Observateur, au comité de direction de l'Observateur, avec Martinet et Bourdet. Essayons de réunir ensemble tous les 2 l'Observateur, enfin, le France Observateur et puis ceux qui viennent de l'Express». Il a été, je dois dire, très pour, assez enthousiaste. Il y a énormément participé. Nous nous sommes battus ensemble pendant près de 8 mois pour faire réussir cette idée.
J'ai un souvenir, ce serait trop long à raconter, mais juste une anecdote d'un château à Monfrein où nous avions rencontré, Jean et moi, Gilles Martinet et Pierre Mendès France, parce que c'était difficile de trouver un accord avec Martinet. Et nous avions appelé Mendès France en soutien pour servir de médiateur entre l'équipe de France Observateur, c'est-à-dire la gauche chrétienne, et l'équipe de l'Express, la gauche social-démocrate laïque. Alors, il fallait avoir Mendès France pour nous aider, et c'est d'ailleurs à Monfrein qu'en juillet, on est tombés tous d'accord. Il y a eu quelques aléas et finalement, le journal est sorti en novembre 64. Le plus prestigieux journaliste français s'est éteint. Voilà comment l'Obs l'a annoncé aujourd'hui, a annoncé la disparition de Jean Daniel, un monument du journalisme, écrit Emmanuel Macron, qu'il qualifie de conscience, une conscience. On comprend en lisant ces mots qu'il était plus qu'un journaliste. Ben, c'était quelqu'un, disons, d'une espèce en voie de disparition. Et à part peut-être Geoffrin, pardonnez-moi, je ne vois pas qui pourrait le remplacer. C'était un grand journaliste, d'abord. Un homme qui avait la passion de l'enquête, la, la lutte contre les fausses nouvelles, la passion, je veux dire, c'est quand il faisait une enquête, il ne s'agissait pas de demander à une ou deux personnes, mais à 3, 5, 6, 10. Et donc, il a défendu dans l'Observateur un vrai journaliste, un vrai journalisme, et un journalisme, hélas, qui est peut-être un peu absent avec toutes les fake news que vous connaissez. À l'époque où vous créez le Nouvel Observateur, vous assumez ce terme de journalisme d'opinion. Il s'agissait de faire valoir des opinions. Entendons-nous bien. D'abord, avant, ce que je voudrais dire, c'était pas seulement un grand journaliste, c'était extraordinaire. Il était aussi un grand éditorialiste, mais un éditorialiste dont les éditos étaient nourris quand il faisait un édito, peut-être il appelait 15 personnes avant de faire donc son édito était nourri d'informations. Hmm. Hmm. Et c'est aussi, ça c'est le plus rare, un très grand directeur de journal. Bon, il arrivait à mener tout cela de front. Alors, quant au journalisme, je me souviens, souvent on me demandait, mais comment, vous êtes de gauche, Jean Daniel est de gauche, et vous prétendez être journaliste indépendant. Ben oui, nous séparions absolument les éditos et l'information. L'information devait être ni de droite ni de gauche, comme le dit aujourd'hui Macron. Hmm. Mais l'information devait être la plus précise possible. Pour lui comme pour moi, l'information, c'était presque scientifique. On doit approcher Hmm. le plus possible de la vérité, sachant qu'on n'y arrive jamais tout à fait. Et puis les éditos qui étaient nettement séparés. Alors je pourrais vous dire aussi qu'au début de l'Observateur, c'était tellement vrai qu'on voulait aussi bien séparer la publicité, parce que la publicité, c'était pas très bien vu. Alors la publicité, on l'avait mise derrière des barrières. Il y avait une ligne qui disait: ben là, vous êtes plus dans la rédaction, vous êtes dans la publicité. Pour bien Sous montrer la la pression des séparation. circonstances, Hmm. on a été obligé, dans les mises en page, d'abandonner cette idée. On comprend qu'il avait une très haute idée du journalisme et de la déontologie que ça implique. Il était en Le quelque sorte. respect de ce métier profond. Ouais. Et il a été une sorte de maître à penser pour toute une génération dans ces années 70, 80, puis au-delà. Parce que il y avait une pensée, Jean Daniel, et une pensée souvent surprenante. Jean Daniel, quand on ouvrait le journal et qu'on commençait à le lire, on ne savait jamais très bien quelle position il allait prendre ou ce qu'il allait nous dire. Je me souviens un jour, en pleine campagne électorale, où on était plutôt contre Chirac de droite, et où il a commencé son édito en disant: je ne laisserai jamais dire que Jacques Chirac n'est pas un démocrate. Alors tout le monde lui dit: comment, Jean, comment tu as pu écrire ça? Tu défends Chirac? Non, je ne défends pas Chirac, mais je n'ai pas d'entendre des choses fausses. Je suis contre lui, contre ses idées, mais c'est un homme qui respecte la démocratie. Et il prenait des positions aussi, le journal et Jean Daniel,
des positions avant-gardistes aussi, pour l'époque, contre la peine de mort, contre le Ah bah, racisme. on a été peine de mort, Mhm. on a été avortement, on a Avortement, avec la été publication en 1971 du fameux manifeste des 343 salopes pour l'avortement. À ce moment-là, c'est un geste assez courageux. Ça a pu vous attirer des ennuis, des problèmes de publier ce type de position à l'époque? non, pas vraiment, parce que il y avait 340 personnes, 340 femmes admirables, dont la plupart, d'ailleurs, je dois vous dire, n'avaient jamais avorté. J'avais une amie qui n'a pas avorté du tout, mais qui a déclaré qu'elle avait avorté. Et ces 340 personnes de la société civile ou politique, mais célèbres, des gens comme Sagan, comme Florence Malraux, et eh bien, que pouvait faire la justice après derrière? Ça a été une façon de faire évoluer les choses, car comment après attaquer quelqu'un pour avortement alors qu'on n'a pas attaqué aucune de ces 340 personnes? Et d'un autre côté, attaquer 340 Mmh. femmes totalement respectables était aussi impossible. Ça, c'était un des beaux, beaux faits d'éclat du Nouvel Observateur et de toute l'équipe de l'Observateur. Et puis Jean avait une chose, c'est qu'il était aimé. Il était aimé par son équipe. Des gens comme Gallard, qui était rédacteur en chef, comme Serge Laforie, qui était le grand rewriter, mais très important de tout le politique et qui surveillait tout, aimaient Jean, José Talia, etc. C'est-à-dire que, moi compris d'ailleurs, il nous emmenait dans une bataille commune. Et il ne faisait nous nous sentions exprimés par lui. C'est-à-dire que en lisant son papier de la semaine, ben, on se disait tous, «Ah ben voilà, on est bien d'accord, c'est exactement ce qu'on se pense» Mmh. et on était heureux qu'il l'ait exprimé. Claude Perdriel, quel fut, le rôle de Jean Daniel, à votre avis, et le rôle du journal, Le Nouvel Obs, à l'époque, dans l'accession de François Mitterrand à la présidence de la République? C'est une campagne que vous avez, très largement appuyée? Oui, pour dire la vérité, à l'époque, moi je dirigeais la rédaction du Matin de Paris et j'étais très peu à l'Observateur. L'Observateur a certainement favorisé l'accession de Mitterrand à la présidence de la République, mais je pense que le Matin, qui est sorti fin 76, enfin début 77, y a concouru aussi. Mais il est évident que l'influence de l'Observateur dépassait de loin celle du Matin et que l'influence de l'Observateur a Mmh. certainement joué. On dit que Jean Daniel parlait d'égal à égal avec François Mitterrand. Ça, je ne pourrais pas vous dire, parce que j'ai bien connu Il Mitterrand, l'écoutait, le que président j'ai l'écoutait. oui, c'était 2 parce que c'était aussi 2 littéraires. Mais c'était pas forcément facile de parler d'égal à égal avec Mitterrand. Moi, je l'ai bien connu, j'ai eu beaucoup d'admiration et je l'ai beaucoup aimé aussi d'ailleurs. Mais c'est un homme qui n'inclinait pas trop à la familiarité. Mmh, et je lisais qu'il y a encore, 1 an, quand Jean Daniel écrivait encore dans l'Obs aujourd'hui, il conseillait par écrit à Emmanuel Macron de s'inspirer de François Mitterrand, notamment pour sa politique, étrangère. Alors il aimait beaucoup Mitterrand, Jean Daniel, mais il n'hésitait pas non plus à lui dire, quand les choses n'allaient pas, et sur Europe 1 d'ailleurs, puisqu'il, donnait ses éditos, sur Europe 1, Jean Daniel parlait de Mitterrand en 1991. À ce moment-là, le président vient de nommer Édith Cresson Premier ministre. Enfin, tout est changé. Le débat est devenu violent. Les mécontents manifestent dans la rue. C'est à qui récupérera hier les infirmières, aujourd'hui les agriculteurs. Il paraît que c'est la santé d'une nation et de la démocratie. Du moins, c'est ce qu'on entend dire tous les jours. Voilà, il poussait aussi des coups de gueule, Jean Daniel. Oui, mais vous savez, Jean Daniel était éditorialiste et journaliste avant d'être favorable à Mitterrand. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un journal doit être totalement indépendant du pouvoir. Il n'est pas forcément un Il l'est toujours contre-pouvoir. resté? Ah oui. Mais d'ailleurs, oui. Et puis, même toute l'équipe,
D'ailleurs, Mitterrand n'était pas le plus populaire à l'intérieur de l'Observateur, parce qu'il y avait toute une frange de l'Observateur, par exemple des gens comme Philippe Vianney qui ont beaucoup concouru, qui ou même une partie des mendésistes. N'oubliez pas que Mendès était très Mmh. opposé à Mitterrand et il y avait vraiment un fort courant mendésiste dont je faisais partie à l'intérieur du journal. Donc voilà, l'indépendance du journal était plus importante que sa son amitié qui était, Mmh. je crois, grande, ou son intérêt pour Mitterrand. Il côtoyait, les puissants, les hommes et les femmes de pouvoir, Jean Daniel, vous avez cité Pierre Mendès France, François Mitterrand, mais aussi les chefs d'État étrangers et il d'ailleurs très tôt, puisque dès 1963, il est l'auteur d'un scoop mondial. Jean Daniel va interviewer, JFK, puis se retrouve à côté de Fidel Castro au moment où on apprend l'assassinat du président américain. Oui, et il a pu apporter un témoignage extraordinaire. C'est devenu instantanément, il y a qu'aux États-Unis que c'est possible ces choses-là, c'est devenu instantanément une vedette américaine. Mmh. Il a eu 2 pages dans le New York Times, heu, parce qu'immédiatement après la mort de Kennedy, une frange républicaine a souhaité dire que c'était la faute, une frange démocrate a souhaité dire, non, une républicaine a souhaité dire que c'était la faute des démocrates. Non, je me trompe. Heu, on a dit que c'était, enfin, en tout cas, un complot et qu'il avait été Venu de tué, Cuba. Mmh. voilà. Et il a pu témoigner comme il était à Cuba avec Castro, au moment où Castro, en vacances au bord de la mer avec sa femme et Mmh. Castro, Et il était le seul à ce moment-là à et être il avec a lui. pu Mmh. témoigner que Castro était catastrophé. Et que Castro a dit: «Oh là là, mais ils vont m'accuser, ils vont dire que c'est de ma faute et cetera», et donc il avait très peur et il a pu donc témoigner que Castro, en rentrant, n'était pour rien dans cet attentat, alors que les voilà, j'ai trouvé que Mmh. les républicains avaient mis ça sur la tête, sur le dos des castristes Voilà, Jean Daniel et était donc mieux informé ce jour-là que les services il est secrets devenu américains. Mmh. instantanément. Et j'ai le souvenir, je le retrouvais tout de suite après, et c'était en 63. Nous avons passé Noël ensemble, à New York. On habitait au Carlisle et moi, je bénéficiais de la révérence de monsieur Jean Daniel, Mmh. qui était admiré dans les rues de New York. On l'arrêtait pour lui adresser la parole et le remercier de son témoignage. La politique le passionnait, la géopolitique aussi. Il avait pris des positions, très fortes aussi, sur le Proche-Orient, sur le conflit israélo-palestinien. Oui, particulièrement sur le Proche-Orient, mais le Nouvel Observateur, le titre réel du Nouvel Observateur, c'était Le Nouvel Observateur du monde. Et la politique étrangère, et il y avait un grand nombre de pages, était très importante. Il y avait bien sûr le Moyen-Orient, la guerre du Vietnam, la Chine, Mao. Il y avait d'ailleurs des batailles à l'intérieur du Nouvel Observateur, aussi bien sur le maoïsme que sur la guerre du Vietnam. Par exemple, des gens comme Olivier Todd, qui était une des vedettes du journal journalistique, nous disait et écrivait que les révolutionnaires vietnamiens n'étaient pas aussi terribles que ce qu'on pensait et que c'était finalement une idéologie un peu dangereuse, ce qui a été prouvé d'ailleurs avec tous les gens qui ont essayé de partir du Vietnam. Mais c'était le monde entier et ça, c'était sa volonté à lui. Mmh. Les discussions avec Carole et avec, tous les autres sur la Chine, ça pouvait durer des Et heures, au-delà de ça, il allait voir lui-même les chefs d'État, Arafat bien sûr. notamment, et pas seulement, les dirigeants israéliens Oh aussi. ben, Mmh. Bourguiba, Soares, heu, Houphouët-Boigny, Mmh. je Tous veux les gens dire, qui comptaient dans le monde. il Mmh. était reçu et écouté dans le monde entier, beaucoup en Afrique. Et il croyait à ce rapprochement entre Israéliens et Palestiniens. Il Et il y a croyait toujours dans le cru. rapprochement Mmh. et il défendait aussi, ce qui est un des problèmes de notre époque, il défendait aussi le comment dirais-je? Les musulmans modérés, et il défendait d'abord l'antiracisme vis-à-vis des musulmans, mais il disait la religion musulmane elle-même est modérée,
ce sont des radicalistes comme les salafistes qui s'en emparent et Mmh. qui en font quelque chose qui n'est pas, Mmh. qui ne correspond en rien à l'idée de la majorité. Donc surtout, ne mélangeons pas ces extrémismes, comme il y en a partout et dans tous les domaines et dans toutes les idéologies, et la réalité des musulmans. C'est toute une génération de journalistes hein, qui rendent hommage aujourd'hui à Jean Daniel. Je voulais en citer quelques-unes. C'est un Jean-Pierre pacifiste. Jean-Pierre Elkabbach, notamment, qui dit des générations lui doivent tout. Il nous a inspiré un exemple et l'honneur d'un journalisme exigeant. C'est aussi ce que vous disiez. Anne Sinclair dit par sa plume, sa culture, son courage. Il a été une conscience et un modèle pour ma génération. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de Jean Daniel dans le journalisme? Est-ce que la presse est aussi courageuse qu'il l'était? Écoutez, j'ai pas dans l'habitude de parler de mes confrères. C'est courageuse, je ne dirais pas qu'elle est pas courageuse. Je dirais que, d'abord, il y a une crise de la presse écrite qui fait que beaucoup de gens de talent ont disparu des colonnes des journaux écrits. Et puis, qu'il y a une pensée dominante qui est celle un peu du réseau et qui nous a apporté le réseau et qui est un peu dangereuse. Mais le journalisme est toujours le journalisme. Un bon journaliste est un bon journaliste et il y en a dans tous les journaux. Et on a toujours la liberté d'écrire et d'avoir des positions aussi avant-gardistes que celles qu'il avait? Et c'est pour moi, c'est la presse écrite qui va mal et qui, j'espère, n'est pas condamnée dans l'avenir, mais est un des éléments constitutifs et l'Observateur en a été profondément, on a fait partie profondément de la démocratie. Merci beaucoup, Claude Au revoir, Perdriel, Jean-Daniel. merci beaucoup d'être venu témoigner ce soir pour rendre hommage à celui qui était plus que votre collègue et que le cofondateur avec vous du Nouvel Observateur du Monde. Donc, en 1964, il est celui qui était surtout votre ami. Merci beaucoup, Claude Merci. Perdriel.